Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les 2 semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment ils se sont lancés en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amine Bouassoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Salut Lucien. Salut Amine. Ça va ? Ça va impeccable. En fait, j'avais envie de te poser la question à toi parce qu'on devait se faire ce podcast depuis un moment et puis après, il y a eu des petites complications médicales. Donc, tu as totalement récupéré. C'est bon ? Bah écoute, bon, pour ceux qui ne savent pas, du coup, j'étais première ouais, destination. Je me permets de le dire parce que c'est pas un truc... Bah non, t'inquiète. Je le partage en story sur Instagram, donc a priori, c'est pas, c'est pas privé, mais donc j'étais à Séville pour ma première destination en tant que digital nomade. Et, j'adore Séville. Ouais. Ouais, mais il faisait super chaud à ce moment-là, c'était en plein août. Ah oui, putain, j'avais été en août aussi. Putain, c'est vraiment costaud là. La température là, c'est vraiment dur. Ouais, et du coup, quelques semaines après, même quelques jours après, j'ai eu l'appendicite. Et t'as cru que c'était la nourriture espagnole qui te réussissait pas J'ai cru que c'était la paella de la veille. Mais, non, mais du coup, je pense vraiment que c'était... Enfin, je sais pas si ça avait un lien ou pas, mais voilà. Et du coup, je me suis fait opérer. Et voilà. Et une expérience assez particulière d'aller dans un hôpital où tu parles pas la langue. C'est un peu inquiétant. Et puis, avec une grosse opération, mine de rien, c'est pas... Alors, pour les médecins, c'est pas un gros acte, mais quand tu es quelqu'un qui est pas dans le milieu médical, c'est quand même une opération où tu es anesthésie générale et tout. Ouais. Et tu fais confiance, quoi. Tu te dis, bon, je comprends rien. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Mais non, super bien passé. Et après, entre-temps, j'ai fait d'autres pays depuis. Et donc là, je suis de passage sur Paris. T'es sur Paris, d'accord. Pour le boulot. Et ensuite, je pense que je vais finir l'année au Maroc. Trop bien. Donc, à surfer ou... Non, je vais peut-être m'y mettre. Ouais. Mais pour l'instant, je serai à Marrakech et après, j'irai à Agadir. Donc, on verra peut-être. Ah oui, du coup, vers Agadir, parce que tu as Imswan là, à côté qui est le repère pour, je sais pas ton niveau en surf, mais si... 0. Ouais, mais en fait, tout niveau à Imswan, c'est bien parce que même j'ai des potes qui sont ultra pro et qui y vont quand même parce qu'en fait, c'est des vagues hyper sympas qui déroulent très, très, très longtemps. Et bon, on va pas parler de surf trop longtemps, c'est peut-être pas le sujet qui va le plus intéresser tes auditeurs. Mais ouais. Et du coup, le côté appendicite, je l'ai eu aussi à 18 ans quand je venais de débarquer à Paris. J'étais tout seul, j'étais pas très débrouillard et tout. Et il fallait que j'aille à l'hôpital. En plus, il y a eu trop d'attentes et tout. Bref, ils ont dû me faire. Ça fait péritonite aiguë. Bref. Ah mince, la totale, quoi. Ouais, la totale. Et j'ai une belle cicatrice maintenant. Parce qu'en plus, ce qu'il m'avait pas bien expliqué, c'est qu'il fallait masser avec de la crème après, parce que sinon, tu as des adhérences, c'est-à-dire ton muscle qui est pris dans la cicatrice. Donc, des fois, si tu veux, j'ai comme des crampes aux abdos. Bref, vous aurez appris plein de choses diverses on a sur vraiment, ce podcast. On a vraiment abordé plein de sujets, du coup, pour le coup, et on n'a même pas encore commencé. Exactement, ouais. Mais on va parler de nos codes, rassurez-vous. Grave, no code, side project. Entrepreneuriat. Exactement. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire aussi en début d'un podcast, c'est rappeler un peu comment est-ce qu'on s'est retrouvés aujourd'hui tous les deux sur ce podcast-là. Donc, pour le coup, je faisais un live Twitch et je présentais un outil. Et dans les commentaires, on m'a parlé de ton projet. Et le jour même, sur le Slack, tu annonçais la fin de ton projet, la fin de ton side project, où tu expliquais un peu rapidement pourquoi est-ce que tu as arrêté ce side project, qu'est-ce que tu avais fait jusque-là, etc. Donc moi, après, j'ai creusé, j'ai regardé un peu, je t'ai envoyé un petit message et je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion, ce podcast, de débriefer un peu ce side project, vu que tu as arrêté, de voir... qu'est-ce que tu as fait qui était positif, les choses qui en ressortent, qui sont des bonnes actions que des personnes pourraient répliquer. Et finalement, quelles sont peut-être les erreurs que tu as faites, s'il y a des erreurs, que ça puisse, finalement, ton expérience puisse servir à d'autres sur ce type de side project. Sachant que, moi, ce que je trouvais intéressant, et on a déjà discuté, c'est que il y a très peu de publications ou de ressources dans lesquelles on annonce la fin d'un side project. C'est vrai. Il y a beaucoup d'articles. En général, les trucs meurent d'une petite mort discrètement, comme les animaux se cachent pour mourir. Ouais. Et d'ailleurs, des fois, j'ai l'impression qu'on kill pas le projet dans notre tête
Tu sais, il est toujours là dans un coin, on se dit, ah ouais, mais j'ai ce projet-là, bon, bah, je ferai la semaine prochaine, je ferai plus tard, et on repousse, on repousse. Mais par contre, on voit souvent des articles sur les fins de start-up, par exemple, bah parce qu'il y a des gens qui attendent de derrière, il y a peut-être des clients, des investisseurs, des fondateurs, des employés. C'est un peu plus Et net, il y a carrément une structure, une société en général qui est fermée. exactement. Et du coup, bah, ça nous fait des fois de beaux articles qui nous expliquent le début, ce qui a posé problème, la fin, etc. Ce qu'on trouve moins sur les side projects. Donc là, carrément, on pourra dire qu'à partir d'aujourd'hui, on a un épisode de podcast complet sur la fin d'un side project. Et Et d'ailleurs, même le alors, début. ouais, on va en parler. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était une bonne façon aussi de faire un espèce de post-mortem là sur. J'avais fait un petit post dans le forum, mais c'est assez discret aussi finalement. Tu vois, les gens qui sont pas dans le forum, pardon, dans le Slack, mais les gens qui sont pas dans le Slack, ils peuvent dire, bah tiens, c'est comme un de les autres side projects, il a un peu disparu, tu vois, sans vraiment faire d'annonce. Moi, j'ai fait l'annonce auprès de la communauté qui en avait entendu parler. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui avaient entendu parler, je pense, de ce site. Mais du coup, je te remercie de l'invitation parce que du coup, on va pouvoir un peu digérer. Puis on le fait vraiment là, a posteriori, où j'ai pu prendre un peu plus de recul et me détacher émotionnellement du truc. Et où en plus, j'ai quelques petites news à te partager. Donc, le timing est impeccable. Bah, merci l'appendicite. Euh, Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous expliquer bah, déjà à partir du moment où tu as commencé ton projet, qu'est-ce que tu faisais comme projet, comme activité à plein temps et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Du coup, donc je m'appelle Lucien Tavano et alors pour le faire dans l'ordre un peu chronologique, moi, je venais du monde, j'avais une première expérience pro du coup dans le monde de l'entreprise, gros groupe. J'étais chez Airbus en Asie, commercial sur la zone à me balader. Et donc j'étais vraiment très loin du monde de la tech. Tu vois, l'aéronautique, c'est vraiment des cycles ultra longs. C'est pas du tout tech. On faisait tout sur Excel en interne. C'était tous les chiffrages pour les clients, c'était des grosses macros qui tournaient sur Excel et tout. Donc j'étais vraiment loin du monde de la tech. Et j'ai vu arriver Rocket Internet. Donc j'étais basé à Bangkok. J'ai vu arriver Rocket Internet sur la zone Asie du Sud-Est avec tous leurs modèles de réplication de start-up occidentales, en allant très très vite, mettant beaucoup de budget. Et en tout cas, j'ai été vraiment pris par le côté excitation de tout ça. Et Si tu peux expliquer Rocket Internet rapidement. ouais, Rocket Internet, c'est un venture builder. Donc, leur modèle, donc c'est une boîte allemande. Hein, et leur modèle, c'est d'injecter beaucoup de fonds, de prendre des gens et de dire, OK, tel modèle marche dans tel pays. Sur tel marché, il n'y a pas encore de solution équivalente. On arrive, on met une équipe avec des gens en général qui viennent du monde du consulting. On met des gros budgets. En fait, ils arrivent à mettre déjà quelques millions sur la table et ils accélèrent très très fort, très très vite. Et pour leur idée, c'est de capturer les marchés, d'arriver même souvent trop tôt sur le marché. C'était le cas notamment en Asie du Sud-Est où ils sont arrivés avec Lazada, donc le Amazon le local, parce qu'ils voulaient développer en tout cas. Et le marché n'était quasiment pas prêt pour l'e-commerce en ligne, quoi. Ils ont vraiment eu à éduquer le marché et tout. On leur avait dit mais ça marchera jamais, parce que les gens, à l'époque, les gens, ils dealaient sur Facebook ou sur WhatsApp et ils se faisaient confiance, ils s'envoyaient les items, ils s'envoyaient les paiements ou ils payaient on delivery. Il y a beaucoup de cash on delivery là-bas. Mais en fait, ils avaient les poches assez profondes pour attendre que le marché soit prêt, quoi. Et du coup, quand le marché a été prêt, ils étaient déjà installés, déjà déployés, déjà. Et donc, ils se sont fait racheter par Alibaba en fait en 2 temps, mais là, ça, ils sont rachetés par Alibaba et Alibaba a changé tout le management à terme de la boîte. Et donc, super, super intéressant de voir tout ça. Après, tu vois, les communautés d'expats et tout, c'est des mondes assez petits, donc on connaissait tous les gars qui bossaient chez Lazada. T'en as maintenant qui sont à Paris, qui sont revenus, qui sont chez Sanimulu par exemple, donc et puis qui ont monté des boîtes. Il y a toute une mafia Lazada maintenant qui a eu l'exit en fait. C'était chouette. Et moi, je me baignais un peu dans ce milieu-là. Je voyais des potes, quoi, du coup, qui étaient dans des boîtes qui embauchaient 20 personnes par semaine. Et c'était hyper excitant. Et du coup, j'ai envie de. Mais j'avais ce côté vraiment. Moi, je voulais pas forcément à ce moment-là être employé. Après, je venais d'avoir pas mal d'années d'employé, 4-5 ans. Et je voulais vraiment monter ma boîte. Et donc, j'ai monté une première start-up. Et vraiment, tu vois, quand tu connais encore rien, tu montes ça de façon hyper classique. Tu dis, bon, ok, je suis pas développeur, donc je vais chercher des développeurs. J'ai mon idée. C'était une interface pour faire du trading sur les marchés financiers. Une interface alternative, plus simple, tu vois, plus fraîche, un peu l'interface à la Robinhood, qui est une app de trading aux États-Unis qui cartonne. Eux, en plus, ils ont une proposition de valeur assez dingue qu'on voit arriver en Europe là maintenant, avec Trade Republic, qui permet de trader en fait gratuitement
enfin sans commission. Suivant certaines conditions, mais du coup tu peux trader gratuitement. Moi, c'était pas ma proposition de valeur. Ma proposition de valeur, c'était vraiment une interface plus simple, parce que les courtiers, ils ont que les interfaces complètement old school, si tu veux, et complètement overwhelming en termes d'options, de trucs. Et nous, on avait une interface hyper clean que tu pluguais en fait sur les courtiers. Enfin, on avait ça a mis beaucoup de temps. Et c'était un peu un des learnings de cette première boîte. Donc, j'ai trouvé mon équipe, je suis rentré dans un incubateur. Donc, vraiment la façon hyper classique de développer une startup. Échec total. Enfin, on a fait une petite levée auprès de business angels, mais pas auprès de fonds. Hein. On n'était pas du tout. Et je pense que les fonds avaient tout à fait raison de ne pas investir dans nous a posteriori. Au début, je trouvais ça injuste. Je ne comprenais pas comment des gars qui avaient à peine un truc sur le papier ou quoi arrivaient à lever des fonds, et que nous, on avait déjà un produit, des utilisateurs, on n'arrivait pas à lever de fonds. En fait, on n'était pas du tout assez costaud. On n'aurait jamais décollé, je pense. Mais bref, c'était vraiment, j'ai embauché des développeurs, j'ai embauché des gars, donc j'ai monté une équipe, on était 7-8. Au début, on était en Asie, après on est rentré en Europe, ça c'était tout le côté assez cool. On a été remote first, on était en 2015-2016 à l'époque. On était direct remote, parce que si tu veux trouver les gens pour monter ton équipe, et après en plus t'es forcément qu'avec des gens assez jeunes, hein, en dessous de 30 ans, donc c'est des gens qui n'ont pas encore une vie stabilisée, et surtout si c'est des gens, on avait des gens qui étaient de pays asiatiques, mais aussi des gens européens, si tu veux. Mais c'était que des gens qui sont dans les années de leur vie où ça bouge beaucoup, tu vois, ils sont 1 an, 2 ans au même endroit, pas plus. Donc tu sais que de toute façon, si tu veux avoir une continuité dans ton équipe, tu es obligé d'être remote. Donc on était sur cette organisation-là. Ça, c'était hyper positif, ça a bien fonctionné. On avait des daily stand-up, des trucs, donc tout ce qui était méthode, tu vois, pratique pour bosser. On n'a rien inventé, mais je veux dire, on a mis des choses en place qui fonctionnaient bien sur le remote. Et du coup, quand tu vois arriver le remote maintenant en 2020, 2021, 2022, là, tu te dis, ah ben, ils sont finalement catch-up là-dessus, mais en fait, ça marchait bien déjà. Et bref, et le learning de vraiment cette première expérience, déjà, ça a été que, c'était hyper frustrant de ne pas pouvoir mettre moi les mains dans le produit, d'être hyper dépendant de trucs que je ne maîtrisais pas, de donner des directions, tu vois, produits et tout, mais en fait, sans vraiment maîtriser combien de temps ça a impliqué de développement, etc. derrière. Et j'ai eu de la chance, c'était vraiment de la chance, c'est que mes équipes techniques, ils étaient hyper bons. Mais c'est de la chance, parce que pour les sélectionner, si tu veux, j'étais pas assez compétent. Donc t'avais pas les bons critères, quoi. Mais bon, j'ai dû itérer. Les 2-3 premiers que j'avais n'étaient pas forcément top, et après ça s'est super bien passé. Quand j'ai fini par trouver le bon gars, ça a été top. Mais ça n'a pas suffi à en faire un succès, hein. Tu peux avoir les bonnes équipes, mais tu n'as pas le bon timing du marché. Déjà, on était sur un marché où on était trop tard aussi, parce que les régulations ont changé, elles sont devenues de plus en plus dures. L'App Store nous a retiré du store du jour au lendemain sans nous prévenir. On a mis 1 mois à les convaincre de nous remettre dedans, et on avait perdu tous nos rankings et tout. Donc après, on était foutus, on était trop dépendant aussi de l'algo de l'App Store. Et l'autre learning aussi, c'est que c'est un projet sur lequel j'ai bossé 4 ans. Alors qu'en fait, au bout d'1 an et demi, je savais qu'on avait échoué, quoi, tu vois. Okay. Et tu vois, tu disais, ouais, les projets, ils meurent doucement et tout, et c'était vraiment exactement ça. Tu te dis, mais non, il faut que je persévère, ça va marcher et tout. Parce qu'en fait, tu as toujours des contre-exemples de trucs qui marchent où les mecs, ils s'acharnent. Genre, si tu regardes Webflow, par exemple, les mecs, en fait, ils te racontent qu'ils ont galéré des années avant d'être le succès qu'ils sont aujourd'hui, où ils sont en fait le fer de lance du mouvement no-code, tu vois. Et pareil pour Bubble, tu vois. Donc, t'entends ces histoires de résilience et de mecs qui te disent, bon, ben, moi aussi, je vais m'accrocher et tout. Mais en fait, je pense que dans la plupart des cas, quand tu sens que c'est voué à l'échec, c'est voué à l'échec. Ouais. Et c'est dur de savoir, quoi. C'est hyper dur. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas trop mal réussi, c'est je te dis, on a bossé dessus 4 ans, c'est vrai, mais en fait, au bout de 2 ans, avec où on était 7-8, là, on a défini des KPI et on a dit, OK, si c'est pas atteint à telle date, en fait, on kill le truc. Et ça a été très clair, on les a pas atteints, on a fait, bon, on kill le truc, on arrête. Et là où on aurait dû complètement arrêter, là, tu vois, on l'a gardé en vie et on a dit, attends, on va reprendre nous, les cofondateurs, on va reprendre des jobs et on va continuer le truc sur le côté, on va réussir à le refaire décoller et tout. Le truc, 1 semaine après, mes 2 cofondateurs, ils étaient en fait à tête baissée dans leur job et je me suis retrouvé vraiment tout seul. J'ai retrouvé des devs géniaux qui sont sur Paris d'ailleurs, qui m'ont refait le projet de A à Z en 1 mois. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait... Et pourtant, les devs que j'avais avant étaient bons, mais là, c'est des devs à un level de dingue. Bon, on avait tout changé. C'était aussi quelques années plus tard où les technos avaient changé et tout aussi, hein, parce que c'était en 2017, 2018, 2017.
les technos avaient changé, on n'était plus du tout sur les mêmes stacks qu'en 2015. Et puis les gars étaient costauds. Et puis aussi, il y avait tout ce que j'avais appris sur ces années-là et j'avais tous les contacts chez les courtiers, etc. pour avoir direct, ok, telles infos pour se plugger chez eux et tout. Et donc en plus, tu vois, tu refais en un mois ce que tu avais fait en 3 ans avant, mais ça n'a pas fait que commercialement ça a marché de toute façon derrière. Mais tu vois, j'ai pas killé le projet, j'avais maintenu en vie parce que tu as toujours un truc tu vois, tu as toujours un nouveau partenaire qui te dit ah ok, ça m'intéresse votre truc, on pourrait peut-être faire ça, machin. Et j'aurais dû killer le truc. Après, le truc c'était que le projet était rentable quand il était sans équipe pour le développer, si tu veux, parce que c'était une app qui tournait après dans les stores et le business model c'était le revenu share avec le courtier. Et si tu veux, quand ça tournait, ça rapportait quelques milliers d'euros par mois. Tu veux, je vais pas killer le truc, tu vois, c'est trop dommage. Mais en fait, c'était bon. Après, une fois que la décision était plus facile, une fois que le truc était plus rentable, parce que forcément, ça a fini par s'épuiser. Et c'était le premier learning. Et donc, pour remédier à ça, du coup, j'ai enchaîné de ma présentation à finalement l'histoire. Mais on est dans le thème. On est dans comment est-ce qu'on kill un projet, qu'on prend la décision d'arrêter. Ouais, exactement. Et donc, il y avait vraiment, et c'est le conseil que je peux donner là-dessus, c'est de définir les KPI pour le futur. En fait, tu vois, c'est pas vraiment des KPI, mais les métriques. Ouais, si j'ai pas fait tel truc à telle date, si on n'a pas atteint tel niveau de revenu ou de renta tu vois, ou débloquer tel point technique, je sais pas. C'est vraiment typique de spécifique à chaque business, ça. Mais et en fait, c'est beaucoup plus facile de le définir pour le futur parce que tu le définis à froid, sans émotion, tu vois. Et du coup, quand tu arrives à ce moment-là et que tu regardes le truc, alors je dis pas que tu n'as plus d'émotion, mais en tout cas, tu peux le regarder d'une façon objective. Tu dis, ah, mais c'est moi qui l'ai défini il y a 6 mois, il y a, je sais pas, 1 an. Et en fait, j'avais pris un contrat avec moi-même pour le futur, si tu veux. Voilà, je suis là. Et en fait, ça te permet tu vas pas avoir complètement te séparer de tes émotions, mais au moins tu vas te donner une chance de regarder le truc avec un peu plus d'objectivité. Que si tu essayes de dire aujourd'hui, tiens, on fait une réunion et on décide, est-ce qu'on continue ou pas le projet, tu vois. Ah ouais, ça c'est pas mal, mais on peut peut-être faire ça pour améliorer. Et donc, définir à l'avance les trucs que tu dois atteindre pour savoir si tu dois continuer ou pas, je pense que c'était un truc qui avait assez bien marché pour nous. Du coup, ça nous a permis de nous séparer proprement, tu vois, de l'équipe en disant, bon, bah, les gars, dans un mois, on va arrêter, donc commencer à chercher des nouveaux boulots, machin et tout, tu vois. On n'a pas fermé, ils ne sont pas arrivés un jour où ils ont vu la porte fermée, quoi. Ouais. Donc ça avait bien marché, voilà. Mais après, je me suis dit, donc il faut que je puisse mettre la main dans les outils, ça c'était le truc. Donc c'est là que je me suis mis au no-code. Et le deuxième truc, c'était, je me suis dit, il faut que ça aille beaucoup plus vite en fait. Il faut toujours aller c'est toujours la vitesse. Et là, je suis en ce moment. Donc du coup, après cette startup, j'ai été bosser dans une startup à Francfort dans les cryptos. On a fait une ICO, c'était n'importe quoi. On bossait 15 heures par jour, on bossait un week-end sur 2. On a levé 30 millions en un mois. N'importe quoi. Mais les fondateurs de la boîte faisaient n'importe quoi. Il y a eu un turnover de malade sur l'équipe. Je crois que je suis resté 4 mois dans la boîte. Toute l'équipe, hormis les cofondateurs, a été renouvelée, tu vois, sur les 20 personnes. Donc c'était pour montrer le turnover de dingue qu'il y avait. Et je vivais à Paris à ce moment-là. Je faisais des allers-retours toutes les semaines entre Francfort et Paris, ce qui se fait pas trop mal, 4 heures de train d'ailleurs. Ça se faisait bien, mais j'avais pas encore d'enfants à cette époque-là, donc c'était plus facile aussi. Et là, cette expérience-là, elle m'a vraiment appris l'intensité là, que tu peux mettre, tu vois, et que sur un temps potentiellement un peu court, mais et le timing aussi, tu vois. Là, il y avait un timing, on était fin 2017, début 2018, donc le moment où les ICO étaient au sommet, où c'était dingue. Et tu avais un timing sur le marché, et là, tu te laisses porter par le truc, tu vois. Et ils n'avaient pas forcément une équipe. Alors, les gars étaient bons, il n'y a pas de doute, mais je pense que j'avais une équipe aussi bonne sur ma précédente startup, tu vois. C'est juste qu'on n'avait pas du tout le bon timing sur le marché. Donc des fois, c'est même pas ta résilience qui est en jeu, c'est même pas ton idée ou ton truc, c'est que t'as pas le bon timing sur ton marché. Quand tu es porté par le timing, et là on le voit avec le no-code en ce moment. Il y a une explosion du truc et il y a 1 milliard d'opportunités à faire, de trucs à faire et de missions pour les freelances et tout. Parce qu'il y a un timing incroyable et que les gens qui sont déjà aujourd'hui dans le no-code ou ils sont depuis 1 ou 2 ans, en fait, ils sont arrivés, ils ont le bon timing, quoi. Donc, félicitations à eux. Et du coup, après cette startup, j'avais commencé en parallèle à me former au no-code. J'avais même, malgré l'intensité du boulot dans cette startup à Francfort, j'avais pris une mission en freelance pour faire ma première mission free en no-code. Donc après, j'ai vu que les valeurs des cofondateurs dans cette boîte de crypto, la m'allaient pas et tout. J'ai fait, bon les gars, on arrête. Et je me mets à fond dans le freelance no-code.
Et en fait, ça a démarré du coup assez vite. J'ai fait là, au moins 2 ans de freelance à faire que du no-code, des missions. Au début, tu fais pour des amis d'amis, machin. Et après, tu commences à te prendre un peu de recul sur ton activité, à te dire, OK, comment je peux vraiment, on va dire, un peu structurer ça. Je voulais toujours faire des projets. Ma finalité, c'est toujours faire dans l'entrepreneuriat des projets, des startups. Que je sois le fondateur ou pas, ça, honnêtement, j'ai pas, tu vois, forcément d'a priori par rapport à ça. J'ai pas besoin d'être le fondateur. J'ai besoin moi de faire partie d'une aventure. Même mon idée maintenant, et on va revenir là où j'en suis en ce moment, mais du coup, j'ai fait du freelance. J'ai vu que là où j'allais être le plus efficace, c'était si je bossais pour des agences au final, en tant que sous-traitant, parce que quand tu es freelance à ton compte, bah, tu dois faire toutes les casquettes du métier de freelance, donc y compris la prospection de tes clients. Alors après, on est dans un domaine où on a de la chance, c'est souvent les clients qui viennent nous chercher, mais n'empêche que tu dois, c'est du boulot aussi de Gérer la traiter relation, toutes ouais. ces demandes entrantes qui ne convertissent pas toutes forcément en des projets. Tout ça, c'est du temps que tu n'as pas facturé, et toi, ton temps, il n'est pas infini. Donc en fait, tu as certes le taux horaire que tu peux facturer, ou le TJM que tu factures, mais il y a aussi en fait vraiment ce que tu as rentré comme chiffre d'affaires en fin de mois. Et ça, en fait, tu te rends compte que c'est pas lié au TJM, c'est lié au nombre d'heures que tu as facturé. Et donc, en fait, c'est plus efficace de bosser pour un taux TJM inférieur, mais de bosser pour des agences où tu vas facturer beaucoup plus de ton temps. Ouais. Je commençais à bosser un peu avec différentes agences et j'ai fini par bosser que pour une seule agence qui est aux États-Unis, qui s'appelle AirDev, qui fait que du Bubble. Et là, j'ai fait différents postes chez eux. Ils ont toute une structure où en fait, ils ont beaucoup de postes ouverts aux freelance, pas seulement les développeurs, mais aussi les project managers et même après le project director, donc au-dessus des project managers. J'ai fait tous ces rôles chez eux. C'était top, mais ils ont un modèle hyper industrialisé où chaque rôle est fait des tâches hyper spécifiques. Et en plus, c'est un peu la nature du no-code, c'est que ce n'est pas des projets de 6 mois, 1 an, c'est plutôt des projets de 1 à 3 mois. Et même plutôt 1 mois ou 2 mois, tu vois, de production vraiment pure. Donc tu peux être un peu burn-out par le rythme. Et tout ça te laisse pas beaucoup de temps pour tes side projects, quoi, si tu veux. Ouais. Malgré la différence de time zone et tout, ce qui te laisse un peu le matin par rapport aux États-Unis et tout. C'était dur de bosser sur des idées ou des trucs, alors que c'était ma finalité quelque part. Ouais. Tu vois, je me suis fait un peu happer par le freelance. Ça aussi, c'est un peu le danger quand on voulait faire des sides. Et justement, alors, à quel moment tu as commencé à développer le side project dont on va parler? Ouais, à peu près en fait, quand j'ai commencé à plus être, on va dire, intellectuellement hyper motivé, tu vois, et par le boulot de l'agence qui était devenu répétitif. Nécessairement, je pense, la nature du métier d'agence. Même si tu te dis que chaque projet est unique, et c'était vrai, tu finis par être dans un pattern où tu es plus challengé. Tu commences à re-regarder un peu ailleurs, à dire j'ai envie de relancer un projet où j'ai les côtés finalement pas que développement technique, ça finalement ça va être un peu pareil, sauf que quand c'est pour un projet pour toi tu le fais un peu différemment évidemment, mais je veux le challenge d'essayer de lancer un produit. Et j'avais en parallèle de mon activité de freelance, je faisais un petit peu aussi de formation, donc d'instructeur de bootcamp, notamment avec Contournement par exemple, qui est dans le No Code France là, et qui avait des bootcamps en physique, c'était pré-Covid. Et j'ai fait aussi des bootcamps instructeur là, toujours pour Bubble directement, qui avait lancé ses bootcamps à ce moment-là. Donc j'étais instructeur de bootcamp pour Bubble. Et je voyais pas mal de bootcamps se lancer et il y avait pas vraiment en fait de plateforme adaptée au format bootcamp, au format cohort en fait. Ils appellent ça en anglais le cohort-based courses. Parce que et je voyais tous les gens bricoler un peu en fait. Ils avaient Slack plus Zoom en général, donc soit ils bricolaient qu'un truc comme ça, soit de l'autre côté tu avais les plateformes d'e-learning qui ont 1 milliard de fonctionnalités, qui sont tout ce que tu veux, mais t'as pas l'effet cohort, t'as pas l'effet classe. En fait, t'avais pas la transposition vraiment de la classroom ou du bootcamp physique type le wagon en ligne. Et donc je me suis dit tiens, il y a un créneau, là je cherche un peu, je vois pas vraiment de trucs, je repère une petite start-up en Allemagne qui fait ça, mais ils sont hyper early eux aussi, tu vois. Donc pas vraiment de monde sur le créneau, je me dis allez, banco, en plus je me dis pour une fois c'est un projet là où j'ai un peu une communauté de départ, parce que je voyais il y avait plein de mecs qui comme moi étaient instructeurs de bootcamp que je pouvais toucher directement, je me dis franchement il y a un truc, en plus maintenant j'ai les connaissances techniques pour pouvoir développer un truc
Peut-être pas un truc solide à la Thinkific évidemment ou Teachable ou quoi, hein, mais je pourrais pas aller jusqu'à ce niveau-là, je pense, et encore que. En no-code, tu peux quand même, si tu prends le temps, mais pas à une personne, tu vois, sur des projets gros là. Mais je peux quand même développer une V1 d'un truc qui aurait cette vision-là pour le format Bootcamp. Et du coup, ce que j'ai fait sur Bubble, et ça s'appelle Bootcamps avec un K, qui est une plateforme, la vision initiale en tout cas, c'est une plateforme à destination des instructeurs, donc mais les personnes que je cherche à toucher, c'est les instructeurs, qui utiliseraient cette plateforme comme ils utiliseraient Teachable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de vraiment créer son contenu et gérer ses cours en ligne, mais ce n'est pas une plateforme qui t'amène les étudiants. Tu vois, une plateforme qui t'amène les étudiants, c'est plus Udemy par exemple, où là, c'est vraiment une marketplace. Et là, du coup, à la fois, eux, ils cherchent c'est Udemy qui gère la supply et la demand, tu vois. Alors que Teachable, c'est une plateforme, ou Podia, c'est une plateforme qui t'apporte que le moyen technique. C'est à toi de trouver les étudiants. Mais je trouvais que c'était une façon plus facile de démarrer. Et je me disais, mes gars, en fait, les instructeurs, eux, ils savent déjà trouver leurs étudiants et ils bricolent avec Slack et Zoom. Donc, je vais lancer le truc technique qui va être leur Teachable, mais pour le format Bootcamp. Donc ça, c'est ton side project que tu commences en parallèle de ton activité de freelance? Ouais, de freelance, mais où je bossais déjà plus que pour une agence. Donc, j'étais quasiment employé de cette agence, tu vois, si tu veux. Juste peut-être pas contractuellement, mais en fait, je bossais que pour une agence. J'avais un boulot, quoi, en gros. Et donc, c'était, là, je me suis vraiment fixé, je me suis mis vraiment en mode projet. On était vers Noël, je savais que ça allait un tout petit peu ralentir. Alors, les US, il n'y a pas beaucoup de vacances, hein. On avait en théorie 2 semaines de vacances par an. Et en fait, je crois que j'ai pris une semaine en 2 ans. C'est tout, parce qu'en fait, tu peux pas vraiment passer tes projets à quelqu'un d'autre. C'est hyper compliqué de passer un projet à quelqu'un juste pour une semaine, tu vois. Et si par contre tu loupes cette semaine-là, bah, tu mets quand même ton projet dans la merde. Donc c'était pas forcément facile, mais je me suis dit, allez, vas-y, mode projet, parce que sinon, le danger du side, c'est que c'est jamais la priorité et que ça peut traîner sur je sais pas combien de temps, le temps de développement de ta première version, quoi. Mais je me suis vraiment dit, ok, j'ai 15 jours. Pardon, vas-y. Non, mais justement, c'est quoi ta première action que tu as mis en place, la première action? Par quoi tu as commencé quand tu t'es lancé sur ce projet-là? J'ai commencé un peu à essayer d'interviewer, tu vois, des gars pour savoir, donc des instructeurs, donc ma cible, pour voir comment ils opéraient en fait aujourd'hui, comment ils se débrouillaient. J'avais déjà observé des trucs, tu pars pas de zéro en intuition, mais tu dis, ok, là je vais vraiment rentrer dans le détail et comprendre comment ils observent. Donc, tu vois, j'ai discuté avec le Thibaut d'Auto, avec d'autres, avec Noam, Noam qui est son bootcamp là maintenant sur Airtable. Avec Grégory John qui a son bootcamp Bubble en Angleterre, et donc c'était vraiment mes gars cibles que j'avais en tête, tu vois, et pour voir comment en fait ils se débrouillaient, parce qu'ils avaient déjà des bootcamps où l'intention, Noam il n'avait pas encore, je pense qu'il avait l'intention à l'époque de son bootcamp, voir comment ils opéraient en fait, et là où il y avait besoin de potentiellement apporter de la valeur. J'avais vu un gars aussi dans un bootcamp qu'on avait organisé avec Contournement, enfin ce Contournement organisé pour lequel j'étais instructeur, qui lui il organisait beaucoup de formations en ligne, et sa galère c'était d'envoyer les invites, d'onboarder les mecs, tout, parce que justement il bricolait avec tous les outils, tu vois. Donc j'avais l'impression d'avoir identifié le pain point et de me dire ok, je peux développer la plateforme, et du coup là je me suis dit ok, combien de temps pour développer ça. Donc je me suis vraiment fixé des timelines, 15 jours quand je l'ai mis, et j'ai essayé de nettoyer au max les features et vraiment de partir avec l'essentiel, c'est qu'en fait tu puisses gérer comme ça tes cohortes, donc ça veut dire inviter les gens, définir des rôles, et avoir unifié en une plateforme les visios, donc que tu puisses programmer toutes tes visios, que ça gère tes invitations pour les visios, donc les mecs ils aient des rappels, et qu'ils puissent chatter entre les sessions dans un petit truc à la Slack, mais avec beaucoup moins de fonctionnalités avancées que Slack, mais qu'ils aient des chats par topic de conversation. Ok, donc ça, tu as défini un peu le MVP, quoi. J'ai défini le MVP, ça aurait pu être encore plus lean que ça, je pense, et surtout là où ça aurait pu être plus lean, c'est que je suis direct parti alors ça paraît ridicule quand tu le dis a posteriori, mais je suis direct parti en multilingue, tu vois, enfin en 2 langues, en anglais et français. Et en fait, c'est beaucoup de boulot, quoi. Je pense que j'aurais gagné, je m'étais fixé 15 jours de dev, et je pense que j'ai dû mettre au final 3 semaines, et la semaine de plus c'était à cause du multilingue, quoi. Tout ce que ça a engendré en complexité en plus, donc j'aurais vraiment dû nettoyer ça,
c'est parce que j'avais quelques pistes, tu vois, dans le pays non francophone, et du coup, je m'étais dit, je vais quand même essayer de capter. Et t'aurais, là, à refaire, tu repars sur Ouais, une j'aurais langue, fait tu choisis ouais, laquelle? j'aurais fait que français, tu vois. Français. Ouais, parce que ou que anglais en fait. Enfin, mais qu'une langue, je sais pas en fait. Ouais, Ok. honnêtement, je sais pas. Mais ouais, et du coup, après, je dis ok, c'est parti. Je vais. Ce qui était cool avec cet outil, c'était que c'était presque, c'est un outil que tu peux utiliser pour onboarder les gens sur ton outil. C'est pas forcément tous les produits qui s'y prêtent, mais là, tu peux dire aux gens, venez, je vous invite sur ma plateforme. Et en fait, on va faire un bootcamp pour expliquer comment un bootcamp Ouais. fonctionne. Tu vois. Ce qui est assez cool. Tu peux pas te le permettre avec tous les produits, mais avec celui-là, tu pouvais. Et j'ai fait ça. J'ai fait aussi un petit bootcamp de test où j'ai vraiment fait sur du Bubble. J'ai dit à 4-5 personnes, je crois, dans le Slack. J'ai proposé, en fait, j'ai dit, OK, je vais prendre 4-5 personnes. Sur une semaine, on va faire un truc hyper condensé. On se voit 3 ou 4 fois dans la semaine. Et c'est des petits trucs d'une demi-heure, je sais plus. On avait fait ça hyper condensé, mais pour pouvoir tester en situation réelle, tu vois, la plateforme. Et du coup, évidemment, ça fait aussi un peu la promo de l'outil quelque part. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé le truc. Et j'ai eu après des touches. Vas-y, pardon. Non, mais là, là, en gros, tu me parles du projet une fois qu'il est fait et que du coup, tu peux le tester directement avec des gens. Mais Ouais. avant, t'avais pas fait une landing page sur laquelle tu renvoyais des gens ou pas? Est-ce que tu avais testé comme ça? Non, j'avais pas fait de landing pour tester le truc. Ça, c'est un peu le défaut du développeur ou Oui, du parce que tu te no-codeur. dis, je vais le faire en 3 semaines, ça ira C'est plus ça, vite de tu le te dis, faire. en fait, je vais le faire et je vais pouvoir tester en vrai, alors que non, l'étape landing page, c'est toujours valable. Euh, ouais, c'est toujours valable. Tu peux toujours faire ta proposition de valeur sur ta landing et voir si t'as des mecs qui s'inscrivent. Hmm. Et tu devrais jamais skipper cette étape. Et je pense que même si je l'avais pas skippé, ça aurait pas trop changé le truc. T'aurais été quand même. J'aurais quand même développé parce que j'aime trop développer. Ça, c'est Hmm. vraiment le truc. En fait, les meilleurs lanceurs de side project, hein, c'est des mecs beaucoup plus analytiques, qui vont faire des sujets qui les passionnent pas forcément, Hmm. parce qu'ils ont identifié qu'il y avait une niche dessus et qu'ils y vont parce qu'ils y vont de façon ultra rationnelle. Les meilleurs entrepreneurs là que j'ai vus, c'était des Allemands aussi. Mais en Asie, les mecs, ils s'étaient lancés dans l'industrie pour de l'impression physique, tu vois. Et juste parce qu'ils avaient identifié que tel truc, c'était pas adressé en ligne, c'était encore fait de façon hyper tradie où tu devais aller voir le mec au fin fond d'un supermarché, enfin d'un shopping mall, avec plein de petites boutiques, ils sont comme ça, les supermarchés là-bas, les shopping malls, et tu vas voir le mec et tu lui donnes ton truc à imprimer et tu discutes, machin, et eux ils ont porté tout ça en ligne. Les mecs, ils étaient clairement pas passionnés du business, tu vois, ni même, Hmm. enfin, il y avait rien de passionnant dans le truc, hormis le côté passionnant de monter une entreprise, ça bien sûr, Ouais. mais du coup ils y vont de façon hyper analytique sur le truc, alors que les makers souvent de side project, ils y vont beaucoup plus par passion sur leur projet, tu vois. Ouais. Et le fait de Et tester une nouvelle techno, aussi exactement, le fait d'apprendre aussi, de se dire, bah, ouais, de se dire je tiens, vais progresser techniquement voilà, sur Bubble, sur autre. et ça a toutes ces vertus-là, donc il ne faut pas les enlever, hein, évidemment. Bien Mais sûr. si ton but, c'est que ton side project il marche, et que parce que tu es vraiment en démarche créateur d'entreprise et que tu es en mode business, bah, tout ça, c'est des trucs normalement tu ne devrais pas prendre en ligne de compte, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a différentes périodes. Ça fait un peu Dans- philosophique, mais dans non, c'est la vrai. vie d'un Mm. créateur de side project, tu vois, euh, déjà, tu as l'étape où tu lances pas, tu vois, genre tu Ouais. réfléchis, tu vois des trucs passer, tu dis, ah, ça pourrait être intéressant, ou genre, tu as une idée, mais tu passes pas à l'action. Mm. Ensuite, je pense, tu passes à l'action et tu le fais et t'es pas rationnel parce que tu es amoureux de Mm. ton idée et que du coup, tu passes du temps là-dessus, etc. Et ensuite, voilà, comme on a dit, pour apprendre, etc. Et ensuite, peut-être, une fois que tu as beaucoup expérimenté des choses, bah, tu as pris de l'expérience, tu sais un peu comment ça fonctionne et tu te dis, OK, là, j'ai repéré une opportunité. Comme tu disais tout à l'heure, il y a un marché qui n'est pas adressé ou mal adressé, je vais lancer un truc. Mais je pense qu'on est beaucoup dans cette étape de lancer des projets pour apprendre, etc. Moi, le premier, des fois, j'ai envie je me prends la tête, hein. Je me dis, tiens, je vais faire ce side project, mais je sais que ça va être compliqué à faire, mais je me dis, je peux le faire, tu vois. Mm. Mm. Et Mm. je vais passer du temps, etc. Et c'est c'est vraiment pour apprendre, pour mettre les mains dans les outils, etc.
Je pense que c'est un petit plaisir coupable. On se dit, allez, je le fais. Ah Pour ouais, que et le puis il y a pas de mal en plus. Je veux Bah dire, oui. si ton intérêt c'est de progresser techniquement, et que tu vois, tu prends du plaisir et qu'en plus on a retiré des choses, ben t'as pas du tout perdu ton temps. Mais dans la perspective side project et de réussir un peu le challenge, que ton projet soit rentable, voir qu'il soit automatisé, voir que Hmm. tout ça, t'es beaucoup plus efficace quand tu es dans une démarche analytique, tu vois, où tu dis, OK, il y a peut-être d'autres technos plus intéressantes, mais en fait, je le fais sur la techno que je connais et où je sais que je vais aller vite, tu vois, tu as tous ces réflexes-là. Mais donc là, j'étais un peu entre les deux, tu vois. Ouais. J'avais envie de reconstruire un projet moi avec Bubble, puisque j'en faisais, comme j'étais monté un peu sur des rôles de management dans l'agence, j'étais beaucoup moins les mains dans l'outil et ça me manquait de ne pas développer. Donc j'avais vraiment envie de me dire, allez, là, je me fais un truc. En plus, ouais, enfin, je redéveloppe un truc moi, un peu pour me reprouver à moi-même aussi. Enfin, j'ai envie de recréer un projet, de redévelopper un truc. Malgré que tu Et n'avais pas la landing, tu avais quand même des personnes qui étaient potentiellement intéressées. ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, Ok. non. Oui, j'avais ça, donc tu peux te dire ça remplace un peu l'étape Hmm. landing, mais c'est pas quantitatif, tu vois. Tu peux Hmm. pas te dire j'ai eu tant de trafic, j'ai eu tant de personnes qui ont montré tel type d'intérêt et tout, tu vois. C'était plus du quali. Euh, donc je suis pas assez rigoureux encore là-dessus et je pense que ce sera pour mon prochain side. J'essaierai vraiment de réfléchir plus là-dessus. Pareil. Et, ouais. Et du coup, j'ai eu des touches assez sérieuses sur le projet. Mais j'ai pas eu de gens qui ont sorti leur carte bleue, tu vois, pour payer. J'ai plein de gens qui ont testé la plateforme. Alors j'ai pas, tu vois, là aussi je suis pas bon, j'ai pas les chiffres à te donner, mais on va dire une petite dizaine ou une vingtaine qui ont testé vraiment sérieusement, qui ont commencé. Quand je dis sérieusement, c'est qu'ils ont commencé à remplir, tu vois, qui ont commencé à paramétrer vraiment leur bootcamp dans l'optique de le lancer. Tu vois. J'ai plein en tout, je crois qu'il y a eu 100 ou 150 personnes qui ont, tu vois, vraiment créé les comptes et tout pour tester la plateforme, mais qui n'ont pas été plus loin que juste le test de curieux, tu vois. Et en plus, je pense que la plupart, c'était des tests plus orientés techniques, dans le sens, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec Bubble, tu vois. Pas Hmm. forcément, tiens, qu'est-ce que fait la plateforme, Hmm. ou si, qu'est-ce que fait la plateforme, mais d'un point de vue de considération technique, pas est-ce qu'elle va servir mon besoin, tu vois. Des gens vraiment sérieux, on va dire, c'est à peine une vingtaine, je pense, tu vois, en 3-4 mois, tu vois, derrière. Donc c'était, en gros, j'ai développé le projet autour de Noël 2000, attends, donc, l'année 2021, non, 2020. Attends. Je me perds avec le Covid, on se perd dans les années, du coup, Ouais. maintenant. Il y a Là, 2 années blanches. choc, choc. Non, non, c'était 2021, l'année, le Noël 2020, donc l'année début 2021, quoi, Ouais. tout récemment, là. Et donc le projet sorti, j'ai fait des petits bootcamps de démo et tout, et j'ai commencé à avoir des touches, tout en continuant freelance, hein, du coup, donc ça, là c'était vraiment un side project. Ce que j'ai fait aussi, j'ai essayé de me dire mon temps est limité, soit je me dégage plus de temps, soit j'essaye de m'entourer. Donc j'ai fait, comme je gagnais bien ma vie avec l'agence aux US, j'ai fait le plus efficace, c'est que je paye quelqu'un pour faire la partie un peu content marketing et tout, parce que je trouvais que là, je me positionnais vraiment en rôle technique sur ce projet et je voulais essayer de me dire, bah, tiens, je vais essayer de passer par quelqu'un de meilleur que moi là, sur les aspects marketing et faire notamment du content marketing. Et donc, je trouvais une freelance qui était top pour faire des articles de qualité, blog, où on a essayé d'approcher en plus au-delà, un peu comme tu fais, tu vois, dans ton podcast par exemple, d'inviter des gens et de faire des interviews parce que c'est hyper vertueux, hein, d'inviter des gens pour faire ton content. Déjà, ça l'enrichit au-delà de toi, ce que tu peux apporter. En plus, ça fait venir des gens parce que quand tu invites quelqu'un à ton podcast, typiquement, il va naturellement en parler et dire, regardez, j'ai été invité de tel endroit, machin. Donc ça te fait aussi l'effet promotion derrière. Et si en plus tu invites des gens qui potentiellement, alors là c'est pas forcément, si je suis un client potentiel, tu vois, de ton podcast. D'ailleurs, avant qu'on lance l'enregistrement, tu vois, tu me disais, bah tiens, est-ce que tu l'écoutes, est-ce que tu machin, et je me dis, bah, et immédiatement je le prends sur Spotify, je me dis, tiens, mon prochain truc d'avion, je vais écouter tes podcasts et tout. Donc en plus tu récoltes des clients potentiels, même si t'es pas forcément là en démarche vendre, mais ça marche aussi pour toi et ça marchait aussi pour moi. C'est que évidemment les gens qu'on interviewait dans notre blog, c'était des utilisateurs potentiels en fait, des instructeurs de bootcamp pour savoir comment ils faisaient et tout. Mais ça a pas, donc ça a bien marché. On avait le blog, tu peux voir, il est encore en ligne, hein, le blog, il y a quelques articles et tout, c'était chouette. Mais ça a pas. Ça te Pardon, coûtait vas-y. combien par mois
le côté marketing? Alors, donc c'était une content marketing française hein, qui vivait à Bali, donc elle est un TJM français et je pense que du coup, j'étais dans les 400 euros par mois, tu vois, de budget pour 2 articles en gros par mois et un tout petit peu mais on n'avait pas mis beaucoup de budget de réseaux sociaux, tu vois, pour relayer en fait les articles sur les réseaux sociaux et tout. Pas vraiment de côté post-créa ou quoi, mais c'était juste pour animer les réseaux sociaux de ce côté-là. Bon, côté réseaux sociaux, ça n'a pas vraiment marché. Hein, tu vois, c'est un peu même moi, je suis plus sur Facebook maintenant. En fait, franchement, c'est LinkedIn qui marche mieux maintenant dans notre domaine. Hein. Tout le monde est sur LinkedIn, tu vois bien. Je sais pas, moi, j'ai pas fermé mon compte Facebook, mais j'ai désinstallé l'app, donc en fait, j'y suis plus. Je pourrais y aller sur le desktop, mais je vais pas. Quoi. Je vais pas sur ton tel. Du coup, tu as développé le projet, ça t'a coûté du temps, mais sinon... Ça m'a coûté du temps, voilà. Et l'hébergement, machin, Bubble, mais c'était pas le principal. Mais en gros, le budget, le projet me coûtait 500 euros par mois, peut-être en tout. Ok. Donc, 500 euros par mois. Ça, par exemple, le fait d'avoir pris quelqu'un, c'est pour toi une bonne pratique? C'est quelque chose que tu referais? Ça dépend un peu de ce que peuvent te permettre tes revenus. Je pense, tu vois, c'était un risque financier qui pour moi était acceptable. Tu vois, sur les 3-4 mois, bon, voilà, c'est 2-3 000 euros. Ça allait parce que à côté, je savais que j'avais les revenus qui rentraient. J'avais pas c'était pas trop de risque. Je les gagnais au fur et à mesure que je les dépensais, tu vois, les sous. Donc c'était pas trop risqué. Si t'es plus juste dans tes revenus, c'était un peu exagéré, je pense, de mettre 400 euros par mois dans un truc que tu peux théoriquement faire toi-même. Il faudra avoir plus. Après là maintenant, ma situation a changé. J'ai aussi un gamin et tout, donc j'ai vraiment peu d'heures de dispo pour le side project. Il fallait que je fasse des arbitrages entre tout ça et tout le monde n'a pas du tout le même arbitrage à faire. Tu vois. C'est beaucoup d'argent. Tu fais beaucoup de choses avec 400 euros au-delà de ça. Sinon, et c'est pas du tout lié à la qualité de la personne qui faisait les articles. Je pense que les articles étaient vraiment bien. Moi, je les trouvais bien. C'est plus que c'est vraiment des efforts de long terme, et surtout c'est des efforts que tu déclenches plus tard, je pense. Tu vois, parce que le type de lead que ça t'amène, c'est quand même du lead pas hyper chaud, tu vois. Donc, alors que quand tu travailles toi, on parle beaucoup du building public, tu vois, et ça c'est parce que ça t'amène du lead en fait très chaud, des gens qui en fait te tournent pas mal autour avant vraiment de tester ton produit et tu vois. C'est une méthode beaucoup moins coûteuse. En plus, si tu arrives à le faire vraiment, en théorie, le building public, c'est tu utilises 2 fois le même temps que tu consommes. En fait, tu développes ou quoi, et en même temps, tu fais ton marketing. Donc, tu utilises hyper bien ton temps. On en parlait, tu sais, le côté de recruter quelqu'un en free pour justement te décharger de certaines actions qui sont pas forcément les plus importantes pour toi, mais qui sont tout aussi importantes. Tu sais pas bien faire. Exactement. Où il y a des gens plus qualifiés pour faire certaines choses. Tu n'as pas forcément envie de. C'est pas là que tu as envie de progresser. Quoi. Voilà. Et aussi, on se disait avec Valentin dans le podcast précédent, c'est que c'est aussi une petite pression, tu vois. C'est qu'en gros, tu as quelqu'un qui t'attend, entre guillemets. C'est-à-dire que cette personne, vous avez convenu quelque chose, donc toi, il faut que de ton côté, tu avances pour que cette personne puisse travailler. Et ça dépend comment tu le vois, mais c'est plutôt positif en général. Bien sûr, mais c'est super positif. Ça te pousse à avancer. Ça te met des deadlines réels, pour le coup, pas juste théoriques. Et puis, ça peut donner une autre dimension à ton projet. Tu vois, par exemple, ton projet, pour le coup, il y avait un blog. Tu vois, au tout début du projet, il y a déjà un blog, il y a déjà du contenu, ça fait déjà un peu plus sérieux. Tu vois, c'est des choses, mine de rien, on le fait peut-être de manière sans s'en rendre compte, mais quand on va visiter un SaaS, on va visiter le blog pour voir de quoi ça parle exactement. Donc, c'est vachement cool. Donc voilà, petite pression assez positive. Je voulais revenir sur... Tu as raison, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Il y a des trucs où je devais lui donner des inputs, je devais avoir fini tel truc de la plateforme pour qu'on puisse en parler et tout. Donc c'était exactement ça. Je vais revenir sur ton produit. Tu as des gens qui sont intéressés, tu en as une vingtaine qui te créent un bootcamp. Est-ce que tu en as reparlé avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que... quel a été le frein? Pourquoi est-ce que personne n'a sorti sa carte bleue?
Ouais. Et du coup, le truc où je suis content de ne pas avoir fait, tu vois, c'est que j'ai pas mis le système de paiement dans la plateforme. Ok. Je l'ai pas du tout développé. C'est pas forcément le truc le plus énorme parce que tu t'appuies énormément évidemment sur Stripe ou quoi. Mais mine de rien, c'est quand même pas mal de jours de taf et tout pour bien l'insérer dans ton workflow de ton app, que ça fasse sens et tout. Et donc j'ai juste mis un truc genre contactez-moi et je vous ajoute du crédit à la main, tu vois. Ok. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que les gens n'ont pas sorti leur carte bleue? Je pense pas. Le mec qui est motivé à sortir la carte bleue, il est aussi motivé pour t'envoyer un mail et te débloquer le truc. Ça fait peut-être moins sérieux, ça c'est sûr, mais je pense pas que dans notre domaine, tu vois, où c'était vraiment à destination des bootcamp instructeurs, je pense pas que ça les aurait surpris plus que ça de dire bah, je t'écris un email et je t'envoie un virement et tu vois, on Oui, dit ou un le lien truc à la main, quoi. PayPal, peu importe. Voilà, et donc c'est pas ça qui a bloqué, donc je suis super content de ne pas l'avoir développé parce que j'en ai pas eu besoin en fait. Mm. Et, enfin, à la conclusion de l'histoire, tu vas voir que si, mais. Pardon, c'était quoi ta question du coup? Qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi ils sont pas Ouais, qu'est-ce passés à qui a l'étape bloqué? Bah, en suivante? fait, alors il y en avait qui en fait n'avaient pas les étudiants, tu vois, ils sont là, ils sont chauds du coup ils vont attendre d'avoir les étudiants pour vendre le truc. Donc je me dis, ah moi, s'il me manque peut-être un peu des pages de vente, parce que je peux leur faciliter la vente aussi, tu vois. C'était un peu mon étape 2 derrière, c'était de dire, Mm. ok, maintenant je leur facilite la gestion des meetings et tout, de l'organisation de leur bootcamp, mais l'étape en fait, je pourrais leur faciliter la vente de leur bootcamp, non pas leur amenant le trafic, mais juste en ayant une page de présentation, quoi. Mais en fait, souvent, comme ils l'avaient déjà cette page, tu vois, de Mm. présentation. Parce que c'était des gars qui faisaient des bootcamps avec Slack, Zoom, et qui devaient forcément déjà le vendre, tu vois. Donc, il y avait Mm. déjà cette page de vente. C'est pour ça que je n'avais pas forcément fait direct dans la plateforme. Et ça va pas changer la donne. Juste, il y a pas des volumes, ils ne vendaient pas des volumes énormes. Tu vois, j'avais des trop petits gars. Finalement, les touches les plus intéressantes que j'avais, c'était des écoles de langue. J'en ai eu deux qui m'ont dit, bah, nous, voilà, on passe tout en ligne, évidemment. Mais ils avaient le même constat que ce que j'avais vu sur le marché, c'est qu'ils avaient des plateformes d'e-learning, mais pas des plateformes de bootcamp, de live, donc de distanciel. Ou des plateformes un peu trop. Je crois qu'ils en avaient mais notamment parce que l'académie, par exemple, française, pas l'académie française, comment ça s'appelle? Le Éducation système nationale? éducatif français, l'éducation nationale, pardon, met à disposition là, des vrais profs, des trucs. Ma mère est prof d'ailleurs en lycée et du coup elle avait accès à une plateforme comme ça de distanciel pour les élèves, mais c'est un truc hyper, comme tu peux l'imaginer, un peu Ouais. d'un autre âge. Euh, et sinon, l'opposé, c'est Google Classroom, tu vois, mais qui marche bien en fait, qui est hyper, c'est un produit Google qui est top, c'est lean, tu vois, Google c'est toujours assez simple, finalement, c'est toujours hyper élégant. Euh, et Et du coup, avec ouais, les écoles? donc du coup, c'était les écoles qui n'étaient pas, tu vois, la cible que j'avais identifiée forcément. Donc les écoles de langue un peu privées, tu vois, les trucs, et c'est eux qui étaient le plus intéressés et tout concrètement. Alors ils avaient des problématiques un peu différentes, parce qu'eux ils étaient CPF ou quoi en général, donc il fallait que tu Ah puisses. oui. Donc ça m'a un peu du coup, et c'est des trucs que j'ai développés du coup en plus pour eux, qu'ils puissent exporter qui a attendu, qui était là à quelle séance, tu vois, et combien ça leur fait d'heures au total, et est-ce qu'ils ont. Après c'est eux qui disent si ça suffit ou pas, mais en gros, tu es l'export de qui était là à quelle séance. Tracking quoi, des élèves, quoi. Ouais, parce que ça, Mm. ça fait partie des trucs Pour un le peu secrets qui sont financement. obligés de. Ouais, ouais. Mm. Mais bon, c'était que quelques touches, hein. Il y en a une qui a pas du tout abouti, et là une qui en fait, et on arrive à aujourd'hui en fait, qui vient d'aboutir cette semaine. Puisqu'en fait, donc moi, au bout de 3-4 mois, en fait, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer d'aller plus vite sur ce projet que sur mes précédents et de dire, ok, bon, bah, j'arrive pas, donc j'arrête de dépenser 400-500 euros par mois dans le marketing. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé un super taf dans une agence, cette fois-ci en France, donc chez Allegria, qui est arrivé dans le no-code en France, qui a dit, moi, je veux faire un truc, je veux casser la baraque dans le no-code. J'ai fait, ok, moi, projet entrepreneurial comme ça, je suis hyper chaud. En plus, ils m'ont proposé un poste qui était plus dans la production, mais dans l'innovation, ce qu'ils appellent l'innovation chez eux. Donc, j'allais pouvoir toucher à plein d'outils no-code, j'allais pouvoir faire des projets transverses, tout ça dans une boîte qui grossit à 200 à l'heure. Je fais, bon, allez, banco. En plus, j'allais pouvoir revenir bosser à Paris. Donc, j'avais déménagé depuis un an et demi dans le sud, puisqu'ayant eu un enfant. Et pour me rapprocher de la famille et tout. Et j'ai dit, bon, ok, ça va me permettre de remonter à Paris, avoir des collègues en présentiel avec qui prendre des bières, ce qui était dur à faire avec des collègues à San Francisco, être dans des bureaux. Alors ça paraît un peu contre-courant ou quoi du mouvement actuel et tout, mais moi ça faisait beaucoup d'années que j'étais en remote en fait, remote complet,
remote complet plus time difference, ça faisait beaucoup et j'avais envie de recréer des liens, tu vois, de revoir du monde. On rencontre beaucoup de monde comme ça et d'ailleurs on s'est pas rencontré en vrai encore, Amine, mais il faudra qu'on se le fasse parce que moi je suis pas sur Paris du coup 3 jours par semaine. Avec plaisir. Avant que tu repartes dans d'autres contrées. Ouais. Du coup, j'avais envie de tout ça et donc j'ai fait banco sur ce projet et je me dis par contre, je peux pas, je vais mettre le stop sur le side project. En tout cas, le stop de développement et le stop marketing. Mais un side project, le site est en ligne toujours, tu peux pas accéder à la plateforme parce que j'ai arrêté de payer l'abonnement du coup côté Bubble. Mais par contre, j'avais payé un abonnement annuel pour la landing page qui est sur un autre outil, sur UMSO. Et du coup, celui-là, il est toujours en ligne. Et en fait, une des écoles avec qui je discutais, ça a mis beaucoup de temps à se concrétiser leur projet. En fait, il y avait 3 différentes écoles. Et une là vient d'aboutir, ils m'ont recontacté, ils m'ont fait écoute, nous, ça nous intéresse, machin, parce qu'on a regardé un peu le marché et tout. Et comment on peut, j'aurais refait une démo et tout. Ils ont fait ok, banco, on y va. Et en fait, moi, mon business model là-dessus, c'était de dire, ok, vous me payez tant par étudiant qui utilise votre plateforme, et puis c'est un SaaS classique, tu vois. Et en fait, ce modèle de vente, il m'allait plus trop maintenant, parce que ça demande, ça demande que tu maintiennes la plateforme, que tu continues à la faire évoluer en continu, que évidemment, un client, ça ne te fait pas vivre, donc ça veut dire qu'il faut que tu remettes en chasse d'autres trucs, sinon ça ne sert à rien que tu fasses tout ça. Et du coup, en fait, on a trouvé naturellement un modèle beaucoup plus intéressant et pour cette école et pour moi, je pense. C'est la licence perpétuelle. Et ça, c'est pas un modèle qui existe beaucoup de nos jours, je trouve. La licence perpétuelle, c'est-à-dire que je vais leur donner une copie de mon application et elle leur appartient, cette copie, elle est à eux. Donc, ils n'ont pas le droit de la revendre, c'est la seule chose. Ils n'ont pas le droit de dupliquer l'application pour la revendre à d'autres. C'est le principe de la licence perpétuelle, elle est juste pour eux. Mais par contre, ils peuvent faire évoluer le produit dans la direction qu'ils veulent derrière. Alors, ça peut être moi qui continue de leur développer, ça peut être d'autres gens qui leur développent, d'autres développeurs Bubble. Mais en tout cas, ils ont un produit à eux qui est finalement leur base de départ, tu vois, d'outils pour faire leurs cours. Mais en plus, ils vont pouvoir le customiser à leurs besoins. Et là, ils sont déjà du coup dans l'optique de dire, du coup, on va leur customiser un peu plus le branding plus profondément là que ce que permettrait de faire, où normalement tu peux juste changer ton logo, un peu comme tous les SaaS, tu vois. Là, en fait, on va pouvoir partir sur un branding plus approfondi pour eux. Et au-delà de ça, ils vont commencer à le décliner pour chacune de leurs marques qu'ils ont, parce que c'est d'accord que leur licence leur permettrait ça. Et ils vont pouvoir, tu vois, ajouter des features qui vont être que pour eux. Et du coup, ils vont avoir une plateforme assez lean de départ. Tu vois, elle est assez simple. La plateforme, elle fait ce que je te disais tout à l'heure, la visio intégrée dans la plateforme, les invitations, les rappels, le chat par topic et la gestion des rôles, mais elle ne fait pas beaucoup plus aujourd'hui. Et du coup, ils vont pouvoir ajouter juste ce dont ils ont besoin au fur et à mesure. Tu vois. Donc, pas avoir une usine à gaz, avoir un truc hyper lean. En fait, finalement, ils ont presque leur outil interne custom à eux, mais ils n'ont pas payé ce que tu paierais en no-code, en développement, etc. En développement, ou ce que tu paierais en code, peut-être 80 000 ou quoi, pour une plateforme comme ça de départ, peut-être 50 000, 80 000 tu vois, en code. Et ils l'ont direct de dispo. Et avec l'optique de, tiens, on a besoin de tel webbook parce qu'on veut gérer l'automatisation de tel event chez nous, pas de problème, on se le rajoute. Tout. Ça, c'est quelque chose, on s'y attendait pas. Non, pas du tout. Moi, j'avais un peu enterré le truc. Et là, la licence perpétuelle, tu vois, on l'a mise à 1 500 €. Okay. Moi, je me dis, en gros, c'est un peu un dixième du coût de si j'avais développé l'app, tu vois, pour des clients. Donc, ça rentabilise pas tout le temps, on va dire, que j'ai passé dessus. Parce que, tu vois, 1 500 € pour, on va dire, si je compte que le dev, tu vois, 3 semaines de dev, c'est pas assez. Mais je me dis, pour eux, c'est pas, tu vois, ils n'auraient pas forcément mis 5 ou 10 000 € d'emblée comme ça. Et donc, je pense que c'est un bon deal, tu vois, si je la vendais en SaaS, ça serait peut-être que ça dépend du volume qu'ils auraient d'étudiants derrière, mais peut-être qu'ils m'auraient ramené 50, 100 € par mois. Donc, finalement, j'aurais mis du temps à collecter ces 1 500 €. Et eux, ça leur fait un produit qu'ils peuvent faire évoluer de façon flexible. Et donc, ils ont un meilleur, finalement, investissement, je pense, et retour sur leur argent, avec le potentiel qu'ils ont derrière, quoi. Ouais, donc voilà, ok. Donc là, tu leur as vendu une copie du projet Bubble. Ça veut dire que toi, du coup, tu n'as plus à payer l'hébergement Bubble. C'est eux qui vont payer tout ça. Exactement. Et puis, éventuellement, ça peut générer
quelques heures de mission, que ce soit pour toi ou peut-être Pour pour moi quelqu'un ou d'autre. pour un Ouais. autre free de la communauté si j'ai pas le temps, tu vois. Et Donc c'est assez vertueux. En fait, ça peut même donner j'en parle du coup parce que je pense que ça peut donner des idées de business model à des gens. En mm, plus, d'un point de vue client, je pense ils sont assez, ils sont plus, tu vois, disposés à se dire, bah, je mets 1000 ou 1500 ou 2000 € sur la table, mais le produit il est à moi, je le fais évoluer, que de se dire, je mets 100 € par mois ou même 200 € par mois mm, dans une plateforme, mais je suis dépendant finalement des features de cette plateforme, je ne peux pas forcément la faire évoluer. C'est quand même pas non plus 5 € par mois, c'est quand même, tu vois, une somme conséquente pour ton business quand tu démarres en tout cas. Euh, je trouvais c'est presque plus sexy, tu vois, finalement. C'est un prix plus élevé, mais on a un peu de la fatigue de tous ces business d'abonnement. ouais. En plus, ils en ont forcément d'autres à prendre. Hein. Ils doivent Mm. forcément avoir des abonnements pour plein de, bah, ne serait-ce que pour leurs emails, pour leurs trucs et tout. Et donc là, ils se disent, bah, tiens, ce cost-là, alors ils ont quand même l'hébergement Bubble, hein, mais du coup, ça Mm. va être 25 $ par mois, tu vois. Ouais, c'est un peu un template, un bon template, quoi. C'est pas juste un template de base. Là, on Euh, est sur quelque chose de très précis. Ouais. Ça pourrait être. Du coup, c'était clairement en compétition avec un template, je pense. Mais un template, tu es quand même obligé de te le Personnalisé, paramétrer et tout, plus. personnaliser un minimum. Et là, ils ont plus un starting point du truc. Ouais. Après, les templates là sur Bubble, bah, pour comparer un peu les prix, les templates assez avancés et comparables, ils vont être je sais pas, entre 300 et 500 €, tu vois. Donc, Mm. je suis à peut-être 3 fois le prix de ça, avec du coup, mais le template, tu te débrouilles, tu vois. Tu l'achètes as is, tu as peut-être une documentation pour certains templates, et tu te débrouilles. Là, je leur fais l'installation, en fait, pour 1500 €. Ok. Je vous donne une copie et en plus, je vous mets votre branding et je vous set up le tout. Je vous mets Ok. votre domaine, je vous mets votre système de mailing, je vous mets votre truc. Donc, c'est Ouais, comme s'ils avaient pris un template à 1000 € on va dire, et une journée ou 2 journées de freelance, tu vois. ouais. Et dis-moi, du coup, toi, quand tu as annoncé que tu as arrêté le projet, tu as mis un message et à la fin du message, tu disais, bah voilà, j'arrête le projet, mais n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai bossé dessus et que j'ai des choses, donc peut-être qu'il y a peut-être des synergies possibles. Mm. Moi, quand je lis ça, je me dis instinctivement, je me dis ah c'est cool, peut-être qu'il y a des gens qui vont le contacter, soit pour racheter le projet, pour racheter son nom de domaine ou tu vois pour faire des choses. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Non, je crois que j'ai eu quelqu'un qui voulait juste explorer le code, ça, explorer le no-code. Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'était dit? Ça, j'étais potentiellement prêt, tu vois, lui laisser regarder comment c'était fait. Hein. Mm. Pas non plus de mystère incroyable, quoi. Mais je trouve que ça s'est pas fait. Non, et des offres de rachat, j'ai pas eu. J'aurais considéré honnêtement une offre de rachat, tu vois, mais je sais pas trop quel prix tu peux donner à Mm. ça, le prix du temps de dev, je sais pas. On m'a dit, ah, mais tu devrais le lister sur 1K Projects ou des trucs comme ça. En fait, ces plateformes-là, j'ai regardé un peu. Et en fait, c'est plutôt des sites e-commerce en fait qui ont déjà un peu de trafic et que tu Ouais. revends. Ça s'y Les prête gens bien. rachètent du trafic, quoi. Ouais, du trafic et tout. Moi, je me dis, ça va être hyper pénible si je trouve un acheteur parce qu'en fait, je vais pouvoir le vendre quoi, je sais pas, allez, 10 000 € peut-être, 5 000 €, mais le mec, il va y avoir tellement d'onboarding si c'est un mec technique qui doit le reprendre, tu vois, comme ça. Finalement, je suis plus à l'aise à mettre un prix assez faible, on va dire, tu vois, le dixième peut-être ou le 15e du prix de si j'avais vendu tel quel. Mais derrière, tu as moins de commitment dans le sens tu leur dis je vous l'installe et tout, et après vous reprenez de la presta si vous voulez la faire évoluer ou quoi, tu vois. Ils sont pas forcément à se dire on va mettre nous les mains dedans et tout. Si tu le vends à quelqu'un qui doit reprendre ton code ou ton no-code, il faut quand même que tu lui fasses une passation, tu vois, propre, et Mm. que derrière, tu es un peu ce mec qui revient et te dit ah ben là j'ai un bug, un machin, tu vois. Mm, ouais. Je pense que c'était beaucoup plus engageant de vendre le projet à 10 000 € que de le vendre à 1000 €, quoi. Et justement, est-ce que ça t'a donné des pistes? Est-ce que tu te dis, bah écoute, j'ai déjà une école, est-ce que potentiellement je vais aller en démarcher d'autres et leur vendre la licence perpétuelle? C'est tout récent là, donc j'ai pas encore pu me poser et me dire tiens, est-ce que j'entame un peu un truc là-dessus. Euh, c'est pas facile en fait. Tu as vraiment une question. C'est ça que je me suis rendu compte aussi là
des learnings où c'est vraiment spécifique à ça, mais il y avait vraiment autant le timing, je pense qu'il était bon sur le marché, dans le sens, tu vois que tous les bootcamps se lancent en ce moment et tout, hein, donc je me dis là, j'ai quand même le timing sur le marché. Par contre, tu as aussi le timing de ton lead, parce que le coût pour eux de switcher d'une plateforme à une autre ou d'une organisation à une autre, il est énorme. Donc même les mecs, en fait, parce que moi je pensais que j'allais aller naïvement voir les gars qui utilisaient Zoom et Slack et leur dire bah, vas-y change pour mon truc, quoi. Et en fait même eux c'est complexe en fait pour eux de switcher de toute leur organisation et tout, qui en plus fonctionne, fait tourne du business, c'est un gros risque de tout passer chez toi, tu vois. Et donc les meilleures personnes pour moi, bah, c'est typiquement ceux qui ont pris la licence perpétuelle là, c'est des gars qui démarrent leur business en fait. Ouais. Et qui disent ok, quel choix techno on fait. Et alors que des gars qui ont un truc qui tourne, soit parce qu'ils bricolent et qu'ils ont un système qui tourne, soit d'autres gars qui ont carrément pris Thinkific et des trucs comme ça, ils vont pas. C'est hyper dur de les faire switcher. Il faut vraiment en fait, ma proposition de valeur n'est pas assez forte. Tu vois. Alors que, par contre, des gars qui explorent le marché et qui disent quel est le meilleur choix pour nous, bah, il y a forcément non, mais il y a potentiellement des gars qui vont se dire bah, tiens, ça c'est la meilleure solution pour nous. C'était le cas avec ces gens qui démarraient là. Mais du coup, ça laisse pas tant que ça de marché. Le marché n'était pas aussi grand que ce que je pensais. Tu vois. Je savais déjà que j'étais sur une relativement niche, mais que je me disais qu'il peut être assez grosse parce que j'aimais bien toutes ces plateformes à destination des créateurs. Je trouvais ça assez fantastique de dire je vais donner aux gens le moyen de gagner leur vie avec mon outil. Mais pour ça, en fait, pour vraiment être dans cette proposition de valeur-là, il faudrait que j'aille ramène les étudiants. Ouais. Tu vois, et là, j'y serais vraiment. Tu vois. Et il y a toutes ces plateformes pour créateurs qui sont comme ça. Et je les trouve assez fantastique cette créateur économie. J'avais envie vraiment de m'insérer dedans et honnêtement c'était un peu la vision du projet, de dire ok là je commence par la brique où je m'intéresse aux gens qui ont déjà ou qui savent comment aller trouver les étudiants, mais après V2 ou je sais pas combien j'amène moi le trafic et je deviens un peu un Udemy, tu vois, mais pour les bootcamps. C'était un peu la vision, c'est Udemy pour les bootcamps. Ça ira pas jusque là a priori, mais c'était un peu l'idée, la vision un peu long terme. On arrive à la fin du podcast. Comment est-ce que tu résumerais un peu ton aventure grâce à ce side project? Je pense que niveau tech, tu vois, niveau vitesse de développement, là, je suis assez content. Je trouve que j'ai réussi. Et niveau enterrement, bon, il y a ce petit soubresaut à la fin, cet élan de vie avec cette nouvelle licence qui est vendue. Donc, je sais pas encore. Là, tu vois, il faudra qu'on fasse un point. Est-ce que je remets un effort dessus? Mais mon boulot est hyper intense là pour Allegria et je m'éclate en fait dedans. Donc là, en ce moment, j'ai pas forcément besoin d'aller m'éclater ailleurs. Tu vois. Donc pour l'instant, je pense que je vais rester plus focus sur mon boulot chez Allegria parce que voilà, c'est mon kiff en ce moment. Je suis à fond. Et c'est possible que ça dure pas mal d'années parce que là, si on a 2-3 steps un peu qui vont décider de ça, mais c'est possible que j'ai pas mal d'années à m'éclater chez Allegria. Donc je vais plutôt être focus là-dessus. Mais je suis assez content de la vitesse. Tu vois, ce que je voulais sur ce side, mon objectif, c'était la vitesse. Parce que ça a vraiment été le truc où je trouve que j'avais été mauvais sur le projet d'avant. Et j'avais vraiment envie d'aller vite sur celui-là. Et ça a été vite le développement, vite le lancement. Et vite la mort, tu vois, aussi. Ouais. Et c'était ça que je cherchais. Alors du coup, c'est peut-être ça qui est aussi... qu'il est le projet, mais il y avait aussi le fait que j'avais cette opportunité chez Allegria. Mais du coup, c'est vraiment ça que je retiens. Et tu sais, il y avait un peu le truc qui avait fait le buzz à l'époque de Peter, de Levels. C'est Peter son prénom? Non. Levels, qui a fait celui qui fait Nomadlist et tout. Ouais. Je ne sais plus si c'est Peter son prénom, ça m'échappe. Mais donc le néerlandais, là, Levels. Et lui, il avait fait un peu le buzz à l'époque en disant je vais faire un projet par mois, je crois, ou quoi. Et lui, il était vraiment dans cette recherche de vitesse, de test, d'apprentissage. Et ça m'avait fait, comme beaucoup d'autres, hein, je pense, un peu fantasmer, non pas de se dire je vais finalement réussir, mais juste de dire statistiquement, je lance 12 projets un par mois, je vais peut-être tomber sur un truc. Ouais. Et c'est vraiment ça que je conseillerais aux makers. D'ailleurs, il ne l'a pas fait, un projet par mois, il ne l'a jamais mené au bout, puisqu'il a trouvé assez vite un market fit, une opportunité intéressante et qui le fait encore super bien vivre aujourd'hui. Et puis il a dérivé des spin-offs de ces trucs. Une fois qu'il avait son créneau, son audience, après il a pu greffer plein d'autres trucs.
Et c'était c'était ça mon but en gros, c'est d'aller non pas de faire un projet par mois, j'avais pas cette dispo là, mais d'aller vite sur un truc pour pouvoir vite tester et vite faire un peu le deuil de l'idée ou de l'opportunité si jamais ça marchait pas. Ouais, à chaque fois que... Ouais, vas-y, pardon. Non, et du coup c'est vraiment ça le truc principal que j'en retiens. Et je suis content si du coup il peut quand même avoir une petite vie ce projet, tu vois, avec cette équipe qui va s'emparer et peut-être faire vivre le produit et qui va survivre au side project. Le produit va lui-même survivre au side project. Ouais. Ça, c'est une belle fin, quoi. Bah ouais, carrément. Mais c'est vrai que moi, quand je lance un projet, pareil, je me dis, il faut que j'ai des raisons de kill le projet. C'est-à-dire qu'il faut rapidement que je trouve des bonnes raisons de l'arrêter. Et parce que sinon, je vais passer trop de temps. Donc je me dis, allez, je vais tout faire, entre guillemets, pour kill le projet, donc pour avoir les bonnes raisons et que ça soit évident. Donc je vais essayer de faire vite et pour pouvoir passer à autre chose, tout simplement, et faire d'autres projets. Et du coup, bah, on n'est plus dans cette... Enfin, en tout cas, moi, perso, je suis plus dans cette... tu sais, on en parlait au début, d'être amoureux de l'idée, de se dire ah là là, c'est la meilleure idée de ma vie et je suis sûr que ça va c'est plaire à celle-là tout qui le va monde. marcher. Voilà. Et ouais, je pense que c'est des étapes, mais effectivement, en tout cas, c'était vachement intéressant de parler de tout ça, de parler du fait de kill une idée. Finalement, il y a quelques potentiels de titres assez clickbait pour cet épisode, du coup. Comment tuer votre idée? Voilà, comment un projet mort Comment m'a arrêter ramené votre side 1500 project? €. Oui, aussi possible. Non, mais c'était vachement cool. Je sais pas si tu as un dernier mot à partager à ceux qui nous écoutent. Il faut absolument qu'on se voit pour prendre un verre ensemble parce que du coup, moi j'ai beaucoup parlé, mais j'ai vachement envie de savoir maintenant, toi, tes side projects, ce sur quoi tu es. Et puis aussi, si, en interviewant tous ces makers, tu dois avoir vachement de wisdom et de knowledge à partager. Du coup, j'aimerais bien que tu me parles de tout ça autour d'un verre. Bah, avec plaisir, mais moi je suis encore comment dirais-je, j'apprends en fait grâce à tous ces épisodes et c'est vraiment la démarche. C'est vraiment de rencontrer des gens qui ont fait des choses qui sont dans la majorité des cas beaucoup plus avancés que moi, qui ont fait des choses assez sympas. Même avec ton projet, le fait de faire en 3 semaines un projet Bubble, de prendre un freelance pour t'aider sur le marketing et ensuite de vendre une licence perpétuelle. Genre là j'ai résumé, mais en vrai rien que ça c'est quelque chose de super intéressant que j'ai pas fait encore, tu vois. Donc j'apprends de tout ça, j'échange beaucoup et puis je réutilise ça moi sur mes side projects, mais aussi sur mon activité principale. Mais voilà, et là finalement ce podcast c'est aussi mon side project, on va dire. Oui, bien sûr, oui, évidemment. Oui. Voilà, et puis après sur YouTube aussi on partage. Il n'y a pas longtemps on a fini une petite mini-série où on apprenait à faire 1 euro avec Gumroad, donc qui est encore un autre outil de la Creator Economy. Oui, eux ils sont vraiment à des fers de lance de cette économie-là. Ouais, bah ouais. Et du coup, nous on vendait des templates Notion, c'était un peu un side project. Où on a... Ah oui, j'avais vu passer ça. Voilà, bah du coup, on crée des templates, on essayait de répondre à des besoins, de vendre un peu tout ça. Là, tu as un associé du coup là-dessus, c'est ça? Ouais, je fais ça avec Marine. La plupart des side projects, on fait ça ensemble. Ça, c'est cool. Si tu as trouvé quelqu'un qui est dans le même mood et tout, ça, là, tu as vraiment un asset assez incroyable. Ouais, bah franchement, ouais, parce qu'en plus, on passe pas mal de temps ensemble, voilà. Et du coup, bah, on fait pas mal de projets ensemble, donc c'est vachement cool. Et puis, on est assez complémentaires. Tu vois, chacun va essayer de trouver sa place sur le projet. Et puis, on apprend comme ça ensemble sur ces projets-là. Je ferai peut-être à l'occasion un épisode de podcast où avec Marine. Voilà, avec Marine, où on débriefera. Vous auto-interviewez tous les deux. Ouais. Bah ouais, carrément. Cool. Bah écoute, Lucien, merci beaucoup pour ton temps, c'était vachement cool. On a passé un peu plus d'une heure. Merci à toi, tu vois, ça m'a permis de digérer aussi tout ça. Donc voilà, là au moins tu peux dire, ok, tu peux envoyer le podcast et dire, bah voilà, j'ai arrêté le projet, le voici, enfin, voici comment ça s'est terminé, une expérience résumée dans un podcast d'1 heure. Ouais.
Écoute, merci beaucoup Lucien. Et, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses dans ta nouvelle aventure. Et puis peut-être de nouveaux side projects. Bah, merci beaucoup et ouais, carrément, le side project, je perds pas du tout ça de vue, c'est clair. Même si, comme je te disais, je m'éclate bien, c'est quand même quelque chose qui me travaille et qui me travaillera toujours. Donc j'aurai toujours, je pense, des side projects de temps en temps. Bah, Mais ils seront de plus en plus, en fait, le fait d'être très occupé, je trouve ça que c'est hyper positif parce que ça va me forcer à être beaucoup plus efficace, efficient dans comment je mène mes side projects. Tu vois. Donc, je pense que les meilleurs side projects, je vais les mener là maintenant quand en fait je suis déjà busy à fond avec le boulot, le bébé, le truc. Du coup, t'es vraiment obligé d'aller à l'hyper essentiel sur ton side, quoi. Ouais, et puis surtout avec l'expérience qui s'accumule au fur et à mesure. Et aussi, j'espère que ça va aider. Ouais. Cool. Bah écoute, merci beaucoup Lucien, et puis je te dis à très vite. Merci Amine, à très bientôt. Ouais. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre side project, rejoignez-nous sur samedi.club.